Bonjour à vous. C'est avec un immense plaisir que le MIR Guadeloupe a reçu cette invitation du MIR Bénin. Avec ce plaisir de la famille retrouvée, de la reconnexion de la famille. Et avec ce même plaisir, nous avons accepté votre invitation et nous vous en remercions. C'est dès 1454 que la bulle papale de Nicolas V, le Romunex Pontifex, fut érigée. Et c'est dès 1502 que la déportation des premiers Africains eut lieu. Ce crime n'a pas eu lieu sans résistance. Une résistance qui pouvait prendre la forme de sabotage, qui pouvait prendre la forme d'empoisonnement. Mais vous avez entendu parler d'une forme de résistance, le marronnage. On vous a dit que le marronnage était la fuite des esclaves. Enlevez cette définition de vos têtes. Le marronnage fut la résistance, la dissidence active des Africains déportés et réduits en esclavage. Une dissidence qui donna bien du fil à retordre et qui obligea les criminels, les colons, à signer des traités à certains moments. Pour illustrer mon propos, je vous parlerai de la résistance, ou plutôt de la révolution jamaïcaine qui eut lieu de 1733 à 1739 et de celle d'Haïti de 1791 à 1804. Mais on ne peut pas parler de la révolution jamaïcaine sans parler de Nani, une femme qui est née au Ghana, chez les Ashanti, aux environs de 1646. Nani monta des stratégies et contrôla plusieurs territoires. En 30 ans, Nani a monté des camps, des communautés de marrons et a donné bien du fil à retordre aux Anglais. On disait de Nani qu'elle détenait un pouvoir spirituel, qu'elle puisait dans la spiritualité africaine qu'elle pratiquait. Spiritualité qui est pratiquée au Suriname, en Jamaïque, en Trinidad, en Guyane, etc. À tel point que Nani lança un défi aux troupes anglaises. Elle leur dit « Vous ne pourrez jamais me tuer ». Ça n'a pas plu aux Anglais. Et ceux-ci multiplièrent les attaques contre les camps, les communautés montées par Nani. On dit que les balles anglaises glissaient sur la tunique blanche de Nani. Certains pensent que Nani est morte tuée par un captif en 1733, un captif à la solde des criminels, des colons. D'autres, dont moi, pensent que Nani meurt de sa plus belle mort en 1760. 100 ans, plus de 100 ans, après sa naissance. Quoi qu'il en soit, Nani restera une héroïne et figure même sur les billets de 500 $ jamaïcains. Quand on parle de Nani, on parle aussi de Cudjo. Cudjo qui a fait peur à certains Anglais à tel point que des soldats anglais ont démissionné et sont repartis vers l'Angleterre de peur de se retrouver face à cet homme. Cudjo imposa au royaume d'Angleterre de signer un traité, le Maroon Treaty. La signature fut le 1er mars 1739 et ce traité, d'une part, reconnaissait un peuple marron, mais un territoire appartenant à ce peuple-là et des droits qui sont afférés à cela. En Haïti, on exportait 80 000 tonnes de sucre par an, 40 000 tonnes de café, du coton, de l'indigo, du tabac.
Le commerce extérieur haïtien était supérieur au commerce extérieur des États-Unis en 1790. On appelait Haïti la perle des Antilles. Il y eut en Haïti Révolution française oblige et les élans de révolution ayant cours jusque là-bas, plusieurs tentatives de révolution par les Blancs, les mulâtres, toutes ont échoué. Mais les Noirs réfléchissaient à leur sort. Et sous l'impulsion de Boukman, il y eut la cérémonie du bois caïman, cérémonie d'où part la révolution haïtienne. Précisons que si Toussaint Louverture est le père de la nation haïtienne, Boukman est le père de la révolution haïtienne. Le 14 août 1791, donc, il y a la cérémonie du bois caïman où officie Cécile Fatima. Cécile Fatima qui est née en 1771. C'était la Mambo, une prêtresse vaudou. Et c'est elle qui piqua le cochon qui conférait l'invincibilité aux troupes haïtiennes. 10 jours après, commençaient donc les hostilités avec un mot d'ordre: couper tête, brûler cailles. Couper les têtes, brûler les maisons. Une semaine plus tard, la nuit du 21 au 22 août, commencent les hostilités. Et 10 jours après, le bilan est de 1000 tués, 1000 blancs tués et 1800 plantations brûlées. Couper tête, brûler cailles. Couper les têtes, brûler les maisons. Quant à Cécile Fatima, elle va mourir à 102 ans, non sans avoir été première dame d'Haïti, puisqu'entre-temps, elle aura épousé Jean-Louis Pierrot, qui fut président d'Haïti. Ces héros doivent être célébrés. Nous devons nous souvenir d'eux. Et c'est pour cela qu'en 1997, l'UNESCO va ériger le 23 août Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de l'esclavage. C'est pour cela aussi que le 21 mai 2001, la loi Taubira sera adoptée en France. Loi Taubira qui va reconnaître l'esclavage contre crime contre l'humanité. Reconnaissance, mais pas encore de réparation, puisque l'article 5 du projet de loi de la loi Taubira va voler en éclats avant même d'arriver à la commission des lois. Le 17 décembre 2007, l'Assemblée générale des Nations unies va proclamer le 25 mars comme journée internationale de commémoration des victimes de la traite négrière et de l'esclavage. Du 4 au 6 juillet 2013 va se tenir à Trinidad le sommet des chefs de gouvernement de la communauté caribéenne. Et décision va être prise pour agir pour les réparations. C'est ainsi que des comités nationaux vont être montés dans chaque pays, j'entends pays indépendant ou autonome. Il y aura aussi une commission de la CARICOM qui sera créée, commission où va siéger les représentants de chaque comité national. Du 15 au 17 septembre 2013 aura lieu la première conférence régionale sur les réparations. 12 nations caribéennes vont y participer. Le 4 juin 2016, à Cuba, va avoir lieu le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AEC, l'Association des États de la Caraïbe. Une résolution sera prise et l'esclavage et la traite négrière seront reconnus comme crimes abjects contre l'humanité. Au MIR Guadeloupe, nous militons pour que un conseil autonome soit nommé, puisque je vous disais, les commissions nationaux ont été nommées dans la Caraïbe, mais dans les États indépendants ou autonomes. En Guadeloupe, nous sommes encore sous colonisation française et il n'y a pas
de commission. Nous militons donc pour que soit formé un conseil autonome pour la vérité historique, pour la justice, pour la réparation. Ce conseil devra travailler sur plusieurs points. Les excuses formelles et complètes, la santé publique, la réadaptation psychologique, l'évaluation du préjudice financier, mais aussi le rattachement à l'Afrique. Ce rattachement est obligatoire puisque des millions de femmes, d'hommes, d'enfants ont été arrachés à leur terre, arrachés à leur famille, arrachés à leur Dieu. Ces gens, les descendants de ces gens ont le droit à ce rattachement. Et c'est pour cela que le MI en Guadeloupe, par ma personne, va vous remercier. Chacun, tous, vous députés du Bénin, d'avoir adopté cette loi qui, en fait, est pour nous la reconnaissance de notre humanité, d'une part, mais le rattachement à notre famille, la reconnexion à notre famille. Pour cela, merci. Maintenant, il va falloir travailler. Il va falloir créer des ponts entre la terre-mère et nos territoires. Il va falloir créer des ponts culturels, politiques, économiques, pour que cette reconnexion devienne concrète. Et en cela, nous nous engageons. Merci à vous.